Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. C'est une vraie plante derrière toi ou c'est une fausse ? Bah, je vais pas le dire. Ah. Je vais pas le dire. Je vous laisse deviner. Je laisse les amateurs de botanique deviner. Est-ce que c'est une vraie ? Toi, tu penses que c'est une vraie ou que c'est une fausse ? Moi, je pense que c'est une vraie. Ok. Je dis pas. Je vous laisse deviner, les gars. Bon, d'ailleurs, en parlant de nature, un petit feedback sur le bivouac, là. On n'a pas fait de feedback sur le bivouac. On est allé dormir avec les ours. Ouais, voilà. Moi je viens de me balancer mon café sur la gueule. On allait dormir en forêt, ouais. C'était pas mal, hein. Franchement, c'était pas mal. T'en as une bonne expérience. Après, on avait déjà fait ça au scooter à l'époque, et puis toi à l'armée, t'avais déjà fait ça, mais ça fait du bien, je trouve, 10 ans, 15 ans après. Moi, ça faisait peut-être 15 ans que j'avais pas dormi, en forêt comme ça, à manger au coin du feu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait ça. Ouais, on est parti s'enfoncer en pleine forêt clermontoise. Ou je sais plus, vers là-bas quoi. Dans le Pilat, massif du Pilat. Voilà, dans le Pilat, ouais. Et oui, donc rien à voir. Mais ouais, c'était pas mal, on n'a pas trop marché, du coup. Parce que, voilà, on n'avait qu'une nuit, en fait. On n'avait qu'une nuit, et bon, le truc, c'est que si tu mets ta vie à marcher, derrière, le temps de mise en place du campement, entre guillemets, ça met plus de temps. Et déjà que là, on avait du temps et qu'on n'était pas hyper à l'aise non plus parce qu'on était en pente. Donc je te laisse deviner ce que ça aurait été si on était arrivé, la nuit tombée, mort. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, ouais, on a mis beaucoup de temps à trouver le spot, quoi. Trouver un spot où il n'y aurait pas trop de monde, on ne serait pas trop dérangé, et puis le spot où tu peux faire un feu, le spot où il faut faire que ce soit un peu stylé aussi, quoi, parce qu'il y avait plein d'endroits où c'était pas hyper... c'était vraiment en pleine forêt, il n'y avait pas de nature, rien du tout, les arbres avaient tout étouffé, donc... Non, là, on a trouvé un beau spot, là, du coup. Par contre, on a mangé au niveau du vent, pas mal de vent, mais bon, ça, c'est les aléas du bivouac, hein. Ouais. Alors après, oui, justement, vu qu'on était en pente, c'est vrai qu'on était dans un super cadre parce qu'on avait l'impression de dormir dans les arbres, quoi. Comme au scout, on dormait à 4-5 mètres d'auteur. Donc, ouais, ça c'était appréciable. Maintenant, c'est vrai que la météo était plus ou moins clémente, dans le sens où on n'a pas eu de pluie. Donc, on est resté au sec la nuit. Par contre, le vent, quoi. Il y a eu un vent, que du vent, quoi. Que des rafales toute la nuit et du coup, beaucoup de bruit. Parce que les branches qui font du bruit avec la friction et le vent. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas passé une nuit complète en tout cas. Ouais, j'ai mieux dormi le matin que la nuit, ouais. Et t'en as pensé quoi du hamac, du coup, parce qu'on a dormi en hamac? Moi, j'ai préféré à la tente. Je sais pas toi si t'as préféré ça à dormir dans une tente, du coup. Bah là, en fait, si on avait mis les ponchos en intermédiaire, tu vois, en tant qu'intermédiaire, donc pour couper le vent, peut-être. Mais vu que j'ai eu froid en fait dans le dos, alors qu'on avait des gros duvets quand même, hein. Mais voilà, le vent en fait passait et du coup, j'ai pas ressenti l'avantage du hamac. Le gros avantage du hamac, en fait, c'est de ne pas être sous l'humidité au sol le matin, quoi. Mais ouais, c'est vrai que. Puis en plus, moi, je l'avais réglé d'une façon. Nos bâches étaient nickel. On avait fait des bâches, mais parfaites. On n'aurait pas eu un pet d'eau. On n'aurait pas été mouillé, ça c'est sûr. Par contre, moi, au niveau du hamac, c'est vrai que j'avais fait un réglage pas ultra optimal. Et donc, c'est vrai que bon, j'avais les pieds un peu plus surélevés, tu vois, par rapport à la tête. Du coup, c'était pas ultra confortable. Après, bon, c'est un bivouac. Donc, on était en mode sauciflard et petite binouse. Donc, c'était pas le but de l'hôtel 3 étoiles, quoi. Mais sinon, c'était Ouais, c'était un truc cool. Ouais, bah c'est vrai que... Mais en fait, en vrai, on n'aurait pas pu dormir en tente tellement c'était en pente, en fait. C'est vrai que l'avantage du hamac, c'est que tu peux dormir
peu importe ce qu'il y a par terre, s'il y a des rochers, si t'es en pente ou pas en pente, c'est vrai que finalement, le hamac, tu peux dormir partout. Hein. Ouais, ouais, ouais. Là, le truc, c'est que j'avoue, en pente, ça aurait été un peu compliqué. Et vraiment inconfortable parce qu'il y avait des rochers un peu de partout. Bon, bref, on aurait dû marcher encore quelques heures pour trouver un truc euh, mieux, quoi. Trouver une clairière ou un truc plat, ouais. Ouais, Enfin, ouais, c'est clair. ouais, ouais. Et moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que c'est vrai qu'au coin du feu, c'est toujours cool pour parler, pour discuter. Ça, c'est vrai que c'est quand même des cadres. C'est pas la même chose de discuter autour d'un café en ville ou autour d'un repas que de là vraiment discuter au coin du feu avec la nuit, dans la forêt. C'est quand même autre chose, Ouais, je j'avoue. trouve. J'avoue, c'est une autre. Bah ouais, t'es plus proche de la nature et des éléments, quoi. C'était. C'est vrai que ça ressource pas mal et c'est un super cadre pour passer du temps en famille. J'ai l'impression d'être un énorme boomer à dire ça, mais en vrai, c'est. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai que pas pour comment dire, ouais, ça fait un peu pas team building, tu vois, mais en vrai, tu sais que j'ai pensé, je me suis dit en vrai, si t'as une petite équipe, je sais pas, t'as monté une boîte ensemble et tout, il y a un moment où tu sais tout le monde se perd un peu dans le boulot, etc. Tu te fais une petite soirée bivouac en forêt pour ressouder un peu les liens, en vrai, stylé, je pense. C'est grave le scénario d'un mauvais film d'horreur, tu sais. Grave, c'est clair. Les petits mecs de start-up qui partent en forêt, qui connaissent rien. Ou Sandrine qui commence à disparaître. Euh, T'as Patrick aussi qui C'est clair, disparaît derrière. c'est clair. C'est clair. Non, non, j'ai kiffé. Et puis en vrai, quand tu t'habitues au confort, je trouve de temps en temps une petite piqûre de rappel une fois par an. Je pense qu'on peut le ritualiser d'ailleurs si t'es chaud une fois par an de faire ça. Ou plus même, mais je veux dire, après en termes d'emploi du temps et tout, c'est pas toujours facile. Mais Ouais, mais c'est ça. de ritualiser une fois par an, de faire un truc comme ça, c'est stylé quoi. Ouais, carrément. Carrément. C'est un truc à faire. Et Mm. en plus, bah, plus tu en fais, plus t'es au courant des modalités, tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc, ouais, ouais, ouais. Après, en hiver, ça risque de piquer. Mais ouais, Ouais, un hiver, ouais. printemps, Pas la c'est la fois. bonne période. Même l'été, t'es bien, tu dors à la belle étoile, pas besoin de duvet. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, l'hiver, franchement, pas la foi de faire ça l'hiver. Ouais, pas l'envie, ouais. Ok, bon bah cool. Bon, quoi de neuf? Sinon, je crois que tu as suivi un peu deux trois interviews sur BSD. Là, je crois que tu t'étais fait Ouais, il y a une petite. un petit point de vue sur l'évolution de BSD suite à son dernier combat. Eh ben, let's go. Petit point de situation sur l'affaire BSD. Et en plus, ce matin, là, j'ai regardé la vidéo de Greg MMA, qui est à Sifit, du coup, Sifit, je sais pas comment on dit. Bref, le club où s'entraîne Benoît. Ok, Et en fait, il s'entraîne avec un champion de pied-point, un champion du monde de pied-point, poids lourd, et qui a un sacré niveau d'ailleurs. Il se fait un petit peu rouler dessus en striking. Il se fait mettre un genou à terre et tout. Enfin, c'est pas mal. Mais bon enfant, tu vois. Et du coup, ouais, il y a quand même des champions qui traînent dans cette salle, quoi. Donc c'était pour la petite aparté. Et qu'est-ce que je voulais dire sur le... Oui, qu'est-ce que j'avais... Oui, j'ai... oui, tu L'Obersan. dis ça parce que la dernière fois, au dernier épisode, on a dit qu'effectivement il était retourné dans ce club et qu'il n'y avait pas un niveau de folie. Donc là, ce que tu dis, c'est en gros, il y a quand même du niveau dans la salle dans laquelle il est retourné, quoi. A priori, ouais, il y a quand même des champions qui traînent là-bas. Son coach de striking, apparemment, c'est une légende de la boxe thaï. Bon, voilà. Il y a quand même des mecs, c'est pas le gymnase de la commune. Mais voilà. Ensuite, oui, l'interview de Lubersan là, que je t'ai partagé. Et l'interview de Cassata, donc Aldric Cassata, qui est le coach de Manon Fiorot, et de Axel Sola et l'autre Virgil Hogan, qui sont des espoirs du MMA, qui sont champions à l'ARES actuellement. Tu sais, je t'en avais parlé. Et lui, il est vachement technique en fait. J'ai découvert sa chaîne
Il a une analyse très technique du combat, donc tu sais, il te sort tous les termes d'amener au sol, enfin, il a un point de vue très technique, lutte, machin. Et donc, ouais, si on peut parler d'abord du point de vue du combat, pour amener un petit peu un avis sur ce qu'on avait dit précédemment, c'est que Moïcano a très bien travaillé. Il a très bien travaillé, il n'a pas eu que de la réussite, c'est-à-dire qu'il a mis en place un game plan qui a été mené à la perfection, et donc d'après les analyses des spécialistes, hein. Et que du coup, bah, voilà, Benoît, il s'est retrouvé un petit peu désemparé, et donc une autre analyse de Clément Marcoux qui disait que, je sais pas si tu as déjà entendu, mais un champion de Jiu-Jitsu, par exemple, à chaque fois qu'il prend des coups, il perd une ceinture. Ok. Bon bah voilà, là en gros, Benoît il a un super niveau en sol, c'est indéniable, mais il a pris énormément de coups, et des gros coups de marteau. Et ces coups-là, bah, en fait, lui ont fait perdre tout son niveau en sol. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé autant dominé et très vite en fait. Mais tout ça, c'était le game plan de Moïcano. Euh, il a dû travailler sur ses middle. Apparemment, il a travaillé sur ses middle et sur un middle qu'il a envoyé un peu faiblard, pas trop sûr de lui, j'ai l'impression, bah, il l'a mis au sol et ensuite euh, il, il a gardé la position tout le premier round. Et puis aussi, concernant, donc ça c'était pour le premier round, pour le deuxième round, on disait que oui, les coachs n'ont pas apporté d'optimisation technique, etc., n'ont pas recadré le Benoît pendant le combat, pendant l'interround, et qu'en fait, bah là ils sont un peu alignés, Aldric Cassata est plutôt aligné à Voirin et Diabaté. C'est qu'en fait, au deuxième round, quand ton gars il est défoncé comme ça, la seule chose à faire, c'est qu'il donne tout, et donc l'inciter à finaliser le combat le plus rapidement possible, quitte à en laisser des plumes. Et donc là, il n'y a pas lieu de donner des conseils techniques. Parce que de toute façon, le mec, il voit rien, et que très certainement, le round d'après, le docteur arrêterait le round. Voilà. Donc c'est bien parce que c'est un avis un peu divergent quant à la responsabilité des coachs dans la défaite de BSD. Et donc ça, c'est sur le combat pur. Maintenant, sur l'aspect relationnel, etc., vie de famille de BSD, Loubersan disait apparemment que Voirin, en gros, avait un caractère de chien. Bon, ça c'est possible, hein, on ne sait pas. Mais bref, qui parlerait mal de l'entourage de BSD, de sa femme, etc. Bon, bref. Mais c'est intéressant quand même pour se demander si nous, à sa place, tu vois, je sais pas, t'es là, t'as un combat à faire, etc. T'as un coach, t'as un super bon coach, tu vois. T'as un super bon coach qui t'accompagne depuis le début. Donc tu lui dois un petit peu, tu lui dois ta carrière, entre guillemets. Mais ce coach-là, il manque de respect à ta femme. Bon, tu vois, déjà, quand tu te mets quand tu te mets à sa place, ça, t'avoues quand même que ça ramène un peu de friction. Tu vois, tu te dis, bon, oui, je mets de côté, machin, je sépare le privé, le professionnel, mais quand même, tu vois, il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Il y a ça, apparemment, il s'en prenait aussi aux autres coachs. Bon, bref, de toute façon, il avait un caractère de merde. Et c'est vrai que du coup, bah, ça ramène à un autre son de cloche qui fait que bah, c'est intéressant parce qu'on a plus de détails et on a une vue d'ensemble. On commence à avoir une vue d'ensemble. Après, peut-être qu'on aura d'autres infos, tu vois. Mais voilà ce que j'avais trouvé. Bah, c'est vrai que après j'ai l'impression que c'est récurrent les coachs de sport de combat, c'est souvent j'ai l'impression des grosses personnalités et je sais pas moi après moi au niveau amateur je l'ai vu et puis j'ai souvent croisé des coachs qui coachaient des pros aussi. C'est souvent des mecs qui ont un méga caractère quoi et pas forcément un bon caractère tu vois. Du coup, ça leur donne un avantage, c'est que ils ont de l'autorité parce que du coup, ils passent leur temps à gueuler, ils passent leur temps, ils sont pas dans l'humain, pas trop dans l'humain, donc du coup, t'es très directif. Et c'est vrai que je pense que pour coacher des athlètes de sport de combat,
c'est peut-être une qualité, mais effectivement, le défaut derrière, c'est que pour créer une vraie relation humaine, je pense que parfois ça peut être un peu compliqué. Ouais. Mais je t'avoue que moi, c'est une récurrence. Enfin, j'ai jamais vu. Les deux coachs qui m'ont emmené en compétition, ils ont quand même des sacrés caractères aussi. Euh, et tous les coachs que j'ai croisés de près ou de loin en 10 ans de sport de combat, j'ai toujours vu des mecs très caractériels aussi, quoi. Donc je sais pas si c'est une posture que les mecs se donnent parce qu'ils n'ont pas trop le choix, parce qu'il faut quand même emmener un athlète de sport de combat au haut niveau et c'est pas forcément des mecs faciles à gérer, il faut être assez directif. Je sais pas si c'est un truc qui est propre à tous les coachs de sport de combat, faudrait en trouver d'autres, mais tu vois, même la team de Cyril Gann, j'oublie à chaque fois le nom du coach. Euh, merde. Mince, Fernand bon, Lopez. bref, le coach de Cyril Gann, ouais, Fernand Lopez, tu vois, même lui, finalement, il a une sale répute aussi. Euh, je me souviens d'un coach hollandais, j'aurais pas le nom, mais au Glory, il avait 4 ou 5 athlètes au Glory qui étaient champions du Glory. C'était un mec qui était en gros surpoids, il devait faire 150 kilos. Le mec, tu l'entendais gueuler sur le bord du ring, tu sens que c'est pareil, c'était un caractère de fou, quoi. Je me demande, voilà, du coup, je me demande si c'est pas une récurrence, en fait, d'avoir que les coachs dans les sports de combat soient des... Et peut-être on peut élargir, hein. Est-ce que les coachs de foot, est-ce que les coachs de... Est-ce qu'à chaque fois, c'est pas quand même des gens très caractériels, très solitaires et tu vois, très durs, finalement, de créer une relation sur le long terme avec eux, je sais pas. Je sais pas si tu vois Clément Marcoux. Ouais, Bah, tu vois, typiquement, lui, Clément Marcoux, il est coach du Lazy King, donc d'Abdoul. Je vais pas dire son nom, sinon je vais dire de la merde. Mais tu vois comment il est. Il a pas l'air ouais. d'être plus caractériel que ça. Il donne des consignes claires et dans le calme. Il maintient une relation depuis plus de, je sais pas, 4 5 ans avec son athlète. Et il performe à haut niveau. J'ai un autre exemple, Nicolas Hoth, donc l'entraîneur qui était dans la team de Fernand Lopez, bah, l'entraîneur de Nassourdine, qui vient de battre Brendan Allen, là. Je crois que tu l'as vu le combat. Et bah, c'était le mec qui coachait, qui était le head coach de Nassourdine à l'Interhand. Et c'est probablement grâce à lui qu'il a gagné le combat, parce enfin, il lui a donné des consignes de fou. Après, j'imagine aussi que Nassourdine a un bon fight IQ, etc. Mais du coup, tu peux avoir des coachs qui... Enfin, je pense pas que ça soit une récurrence totale et absolue. Bon, forcément, ça l'est jamais. Mais, euh, mais c'est peut-être... Parce que regarde, en fait, à chaque fois que du coup, tu vois aussi que... Enfin, ça finit jamais bien, quoi, du coup, pour l'athlète. Ouais, Ça finit jamais bien. c'est clair. Donc c'est une faille. Ouais, C'est c'est une clair. faille finalement. Alors oui, d'un côté, c'est un atout, parce qu'évidemment, il faut avoir une posture de supériorité, entre guillemets. Il faut être capable de parler à ton athlète avec autorité. Parce que là, c'est vrai qu'on parle de sport de combat. Donc si je me mets à la place d'un combattant sur le ring, c'est vrai que tu es en train de te prendre des gros coups. Euh, Bah, il faut que tu aies confiance. Après, regarde, t'es pas obligé de gueuler sur quelqu'un pour avoir de l'autorité. Et t'es pas obligé de mal te comporter ou alors d'avoir un. Bah, ça dépend des personnalités que tu as en face, quoi. C'est vrai que c'est bon, c'est presque du management. Là, on parle presque de management, mais est-ce que sur des athlètes de sport de combat, la plupart du temps, je pense que tu es quand même obligé d'être assez directif et être assez autoritaire, quoi. Peut-être pas avec tous, du coup, hein, mais je pense que tu as quand même pas mal d'athlètes où c'est comme ça, parce que c'est des mecs. Un mec de sport de combat, c'est quand même un mec qui a un sacré caractère et une sacrée armure, donc je pense pour réussir à lui faire entendre un message, il faut quand même avoir de la voix, quoi. Avoir la voix qui porte pour faire une image. Donc, mais je pense que oui, il faut qu'ils soient capables, les mecs, de s'adapter selon les personnalités qu'ils ont en face. Et c'est vrai que si Voirin s'est montré euh, ouais, trop franc sur ces aspects-là, peut-être qu'il a mal géré le truc, hein, c'est possible. Hein. Non, c'est clair. C'est clair.
c'est clair que ça finit mal à chaque fois. Mais je le voyais en foot, puisque moi avant, tu sais, je suivais beaucoup le foot. Mhm. T'avais quand même les deux types d'entraîneurs, quoi. T'avais les entraîneurs très très directifs, très autoritaires. Je pense à Mourinho ou à d'autres coachs comme ça. Et t'avais l'inverse, t'avais des coachs qui étaient plus dans une approche humaine. Je pense à Didier Deschamps, où tu sens que le mec il connaît par cœur toute la vie de ses athlètes et il les connaît par cœur, quoi. Après, généralement ils sont en team, ils sont en équipe. Donc est-ce que t'as pas aussi un mec qui va faire qui va jouer le rôle de l'autorité, un mec qui va jouer le rôle de l'humain, tu vois. Peut-être que Deschamps, lui, il a pris le rôle un peu humain, mais qu'à côté, il a son assistant qui, lui, est très autoritaire. Je sais pas trop, hein, d'ailleurs. Bah justement, mais ça, je pense que c'est bénéfique lorsque c'est bien coordonné. Et, C'est ça. et là, le MMA, c'est encore un nouveau sport en France. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'écurie. Tu vois, il n'y a pas de team comme des équipes de foot où tout est bien hiérarchisé et tout est bien coordonné. Et, euh, et tous les pôles de direction s'entendent et travaillent sur la même voie. C'est pour ça que Lou Bersan, là, il te disait, oui, il coachait son élève, et pendant qu'il coachait, il y a Voirin qui gueulait sur les mecs, et bref, qui interférait dans le coaching du sol. Et je pense que c'est pour ça, en fait, c'est un nouveau sport. Et quand on aura compris que bah, la clé, c'est la coordination de tous les chefs d'équipe, là, à mon avis, déjà, tu vois, il y aura une grosse évolution, parce que du coup, tu n'auras plus plus de cas BSD. Mais après, faudrait qu'on regarde du coup les sports individuels qui perdurent. Donc par exemple comme le tennis. Je sais pas si toi tu suis le tennis et comment ça fonctionne ou faudrait voir, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, faut s'inspirer de ces sports-là. Ou du judo, tu vois. Enfin, je sais pas, mais la lutte par exemple. Ah, c'est vrai que le foot, t'as tellement d'argent que ils sont professionnalisés. C'est-à-dire que c'est une entreprise, le truc. Donc, de toute façon, oui, oui, tous les rôles sont bien répartis, etc. C'est vrai que dès que tu tombes dans des sports, bah, tu parles du tennis. Le tennis, il y a très peu d'athlètes qui gagnent vraiment bien leur vie avec ça. Donc, très peu d'athlètes qui peuvent vraiment avoir une team qui les encadre correctement. Et le MMA, c'est pareil, en fait. Hmm. Donc, c'est vrai que la vraie problématique depuis le départ, je trouve, entre BSD et Voirin, t'as vu, à chaque fois, ça revient, c'est quand même l'histoire de l'argent. Ouais. Que quand BSD a commencé à signer des gros contrats de sponsoring, ben, Voirin, lui, à côté, il gagnait toujours la même chose, c'est-à-dire pas grand-chose. Et dans tous les cas, dans tous les cas, c'est pas. De toute façon, ça biaise pas tout le reste, en fait, à partir du moment où c'est pas carré, professionnel, avec des contrats, c'est quand même pas hyper professionnel encore, hein, j'ai l'impression. Ouais, non, mais c'est ça. La base, c'est l'argent, oui. Quand derrière, quand t'as l'argent. Mais ouais, c'est pareil. Là, je pense que du coup, c'est à ceux qui ont l'expérience euh, de se ouais, professionnaliser. Maintenant, c'est vrai que quand même, il a coaché dans des grosses salles, voire un, tu vois, et je me dis que bah, si il n'a pas reproduit le modèle en France, c'est qu'il trouvait enfin, il trouvait pas son compte et il devait pas trouver ça si pertinent pour l'athlète. Pourtant, tu vois qu'aux États-Unis, les mecs évoluent dans des vraies équipes, avec des vraies structures. Euh, ouais, je sais pas. Et du coup, je me demande en quelle mesure c'est intéressant de reproduire ce modèle ou pas. Mais Et aux États-Unis, ils ont toujours un coup d'avance au niveau business, justement, parce qu'ils arrivent à se professionnaliser plus vite. Et c'est dommage, en France, on n'a pas toujours une approche hyper professionnelle, quoi. Mais du coup, là, ouais, dans le MMA, il faudrait inclure des formations en management, des formations marketing, des formations sur plein de trucs, quoi, en fait. Et, y compris chez les organisateurs d'événements, y compris dans les teams, y compris pour les athlètes. Enfin, je veux dire, moi, je suis désolé, mais il y a des athlètes là qui sont pas du tout professionnels dans leur façon de s'exprimer. Ou même dans leur façon de gérer leurs réseaux sociaux, quoi. Donc c'est vrai que ça mériterait de se professionnaliser, ouais. Clair. Bah, ça fait le lien avec un sujet que je voulais aborder qui était. L'autre jour, je faisais le point un peu sur toutes les formations que j'avais suivies depuis une dizaine d'années, quoi, en fait. Des formations privées, quoi. Je parle pas, tu sais, de la fac ou des écoles ou des trucs comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais suivi près de 15 formations, acheté près de 15 formations, tu vois, sur plein de sujets, business, développement commercial, marketing, digital, immobilier, bourse, trucs comme ça, tu vois.
Et en fait, je me disais que, autant aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est assez démocratisé le fait de payer, d'investir sur soi, tu vois. Les mecs, dès le plus jeune âge, ils investissent sur eux et ils se forment. Et en France, c'est quand même pas hyper démocratisé, quoi. Les gens, ils pensent que ça y est, j'ai fini mes études, j'ai mon diplôme, bah ça y est, en fait, c'est bon, j'ai plus besoin de me former, quoi. Et ça, je trouve que c'est valable à la fois chez les entrepreneurs. Il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent, ils suivent pas assez de formation, et quand ils se lancent en indépendant, ils suivent pas assez de formation. C'est valable aussi chez les salariés, quoi. Il y a plein de salariés et ils se forment jamais, quoi. Ou quasiment jamais, ils suivent que les petites formations que leur boîte leur propose parfois, mais ils vont pas du tout investir sur eux-mêmes. Sachant qu'aujourd'hui, tu as même des formations pour faire un CV, des formations pour savoir trouver un emploi, des formations sur le relationnel, des formations sur... Enfin, tu as tellement de formations aujourd'hui qui existent que je trouve qu'un salarié, même un salarié, tu vois, qui suit pas plusieurs formations par an, c'est dommage, quoi. Donc, ouais, c'est un sujet que je voulais aborder. Il y a quand même un truc que tu retrouves, c'est tous les entrepreneurs qui ont du succès, tu regardes, ils sont tous mentorés, ils sont tous formés tout le temps. C'est c'est un truc de fou, quoi. Et au lieu de ça, en France, on bâche un peu les formateurs, les coachs, les machins. Dès que t'as un mec qui apporte de l'infoprenariat et de l'information et qui vend de l'information, c'est limite mal vu aujourd'hui, machin. Alors qu'en fait, de Jeff Bezos à Elon Musk, en passant par Jérôme Niel, en passant par n'importe quel entrepreneur en France, tout le monde se fait former, tout le monde se fait mentorer, quoi. Et tout athlète de haut niveau a des coachs et se fait mentorer aussi, quoi. Pourquoi j'ai dit Jérôme Niel, pardon? J'ai dit Jérôme Niel, c'est Xavier Niel. Jérôme Niel, c'est le mec de... c'est un humoriste. J'ai checké quand même parce que je me suis dit Jérôme, ça va pas. Non, non, Xavier Niel, pardon. Ah oui, et puis Family Business et The Family, c'était drôle. Couvercle. Et il y a un autre qui est laissé ouvert comme ça. Et donc le seau qui est couvert, c'est le seau des escargots anglais. Et le seau des escargots sans couvercle sont des escargots français. Et il y a un mec qui lui demande, voilà, bah, pourquoi eux ils sont couverts et pas l'autre. Bah, l'autre il dit, bah les Anglais, s'il y en a un qui sort, ils sortent tous. Alors que les Français, bon, s'il y en a un qui veut sortir, il se fait retenir par les autres. Tu connaissais pas ça? Ouais. Putain, c'est tellement ça. Non, je connaissais pas. Donc, Trop bien. mais ouais, mais du coup, est-ce que bah là on a peut-être une piste concrète du coup, parce que à chaque fois que quelqu'un veut former quelqu'un ou veut élever les autres et forcément bah, en vivre, ça pose problème et c'est sujet à moquerie. C'est peut-être une piste, une des pistes. Tu verrais toi d'autres pistes pour expliquer cette image? Parce que c'est vrai que moi je... Ben, tu m'en as parlé d'une l'autre jour, là, au bivouac, Ouais. justement. En plus, c'était au bivouac. On parlait du fait que, en France, on se déresponsabilise beaucoup. On pense que c'est à l'État de tout faire, que c'est à la société de faire en sorte qu'on soit bien, etc. Et c'est une mentalité un peu gauchiste de penser que voilà, l'individu a pas trop de responsabilité, c'est vraiment l'État et la société qui doit tout mettre en œuvre pour qu'on soit bien. Alors que peut-être que les anglo-saxons, ils ont plus la responsabilité individuelle. Tu vois, ils ont plus le truc de se dire, ben, c'est à moi de me bouger, de me sortir les doigts en fait, et donc c'est à moi de me former, quoi. En France, non, l'école doit être gratuite, mais la fac doit être gratuite. Et puis derrière, en fait, il faut le CPF pour que les formations elles soient gratuites. Il faut Pôle emploi que les formations elles soient gratuites. En fait, c'est un cercle sans fin. Il faut toujours que ce soit gratuit, que ce soit payé par l'État. Alors après, en même temps, avec les impôts qu'on paye, c'est la moindre des choses, mais d'un côté, il faudrait peut-être payer moins d'impôts et au lieu de payer des impôts, moi je préférerais choisir les formations que je veux parce que le problème du CPF, c'est que tu n'as que quelques formations sur chaque sujet et ça va pas, quoi. Et puis c'est des formats imposés, bref, je connais bien le sujet, mais je vais pas m'étendre. Mais c'est vrai que ouais, t'as eu peut-être une piste, c'est aussi cette déresponsabilisation là, Oui, quoi. donc en fait, payer plus d'impôts pour avoir des avantages sociaux, c'est une forme de déresponsabilisation. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, clairement.
Parce que tu es obligé de payer et du coup, tu te dis, bon, bah, vu que j'ai payé, je vais attendre quelque chose, quoi. Euh, ouais, c'est... Puis tu choisis pas, du coup, c'est l'État qui choisit pour toi dans quoi. Parce que, ouais, vraiment, le CPF et tout, c'est l'État qui encadre quelle formation va être finançable, quel diplôme va être finançable, quelle formation certifiante doit être finançable, quoi. Donc, ouais, oui, non, ouais, voilà, donc ça te déresponsabilise, quoi. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, on choisit pour vous les bonnes formations. Genre comme si l'État français était apte à savoir quelles sont les formations pour créer des startups, en fait. C'est juste aberrant, en fait. L'État français est incapable de créer de la valeur et de créer des startups et tous les fonds, toutes les startups financées. J'écoutais une émission l'autre jour sur toutes les startups qui sont financées par la banque, la BPI France. C'est que des startups, tu sais, écolo, machin, un peu bien pensantes, mais en fait, c'est des startups qui sont jamais rentables et qui finissent après plusieurs années par se péter la gueule. Donc avec tes impôts et les impôts de tes parents, tu finances des startups bien pensantes qui sont pas rentables. Donc à partir de là, comment est-ce que l'État il pourrait choisir des bonnes formations pour faire des bonnes startups, quoi? Ouais. Je me demande, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, le, ce qui nous retient à la France, c'est faible, tu vois. Enfin, il y a pas grand-chose qui nous retient à la France, tu vois. Bon, toi, tu as ta maison, donc j'imagine que. Puis vous avez de l'immobilier dans le couple, donc j'imagine que bah, c'est la famille en fait. Il y a que ça, hein. Parce qu'après, même quand tu as de Exactement. l'immobilier, tu revends, J'en parlais tu te avec casses, eux. quoi. Bah là, nous, on peut pas revendre. Il y a des moments où tu peux pas Voilà. revendre tout de suite non plus. Donc là, nous, en l'occurrence, on pourrait pas revendre tout de suite. Mais clairement, s'il y a un moment, le taux d'imposition il devient vraiment trop aberrant, on s'est fixé une limite quand même, on se barrera clairement, hein. Et j'en parlais l'autre jour avec Alex Cross. De temps en temps, on me prend des nouvelles sur WhatsApp. Et il me disait, mais pourquoi vous partez pas, quoi? Parce que lui, il est à l'île Maurice depuis Ah ouais. peut-être 10-15 ans, je crois. Et, ouais. Et je lui disais, franchement, bah, la famille, quoi. Clairement, la famille, les amis, ça fait chier de partir loin, quoi. Parce que, encore, si t'es à 3 heures de voiture, tu peux facilement aller passer le week-end chez quelqu'un. Autant, si t'es à Dubaï ou je sais pas où et que l'autre il est en France, Mm. c'est compliqué. Ouais, donc c'est ça la famille, quoi. Mm. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on les invite, un de ces quatre, à nous parler, parce qu'eux, ils sont très axés sur sur l'exil, ouais, l'exil, quoi. Enfin, sur comment se barrer, en tant qu'entrepreneur, ça peut être intéressant d'avoir un point de vue comme ça. On les invitera un jour. Mais, ouais, toi, c'est quoi qui te retiendrait de partir là Ouais, mais aujourd'hui? c'est ça, c'est la famille. La famille aussi. Mm. Mm. C'est la famille, et puis oui, oui, tu sais, on a voyagé tous les deux quand même. On voit ce que c'est les autres pays, la qualité des produits, euh, les infrastructures quand même. C'est vrai que il y a, les infrastructures, la qualité des produits nous laisse quand même une certaine qualité de vie, tu vois. Je sais pas comment c'est à Maurice, euh, mais je sais qu'en tout cas en France, en ces termes, on est mieux qu'en Thaïlande par exemple, tu vois. Euh, Par rapport à la santé aussi. Parce que oui, oui, il y a plein d'autres pays qui te, où tu peux pas, tu, tu, tu jouis pas des mêmes services et la qualité de vie est bien moindre. Alors, il y a ça aussi, tu vois. La famille, les infrastructures. Maintenant, je vais pas te parler de l'école parce qu'évidemment, enfin, tu vois, ouais. Bah, je vous ferai un feedback, hein. Je vais au Japon dans une semaine, je vous dirai un peu ce qu'il en est, même si bon, quand tu pars 3 semaines, tu te rends pas toujours compte exactement de comment c'est dans un pays, mais et puis là pour écouter pas mal de trucs sur Dubaï, moi à la base je suis tellement loin de cet univers-là et tellement pas pour, enfin ouais, toute la communication qui a été faite en France sur Dubaï depuis des années fait que j'aimais vraiment pas. Et plus ça va, plus je me rends compte que bah, déjà globalement quand en France on dit quelque chose,
Enfin, quand les médias en France nous disent quelque chose, déjà 9 C'est fois sur l'inverse, 10 ouais. c'est de la merde. Donc globalement, si les médias. Ouais, non, mais c'est ça. Donc si les médias disent qu'il faut pas aller à Dubaï et que c'est de la merde, en vrai, c'est peut-être que c'est pas mal. Et puis, ouais, en termes de sécurité, de qualité de vie, c'est un peu une start-up, quoi. C'est un peu une petite entreprise, un petit État qui est très dynamique, qui investit beaucoup, qui essaie de créer de la valeur. Alors qu'en France, c'est un peu la grosse, c'est la grosse boîte vieillissante qui a des siècles, avec plein de process, plein de trucs administratifs, qui est pas agile du tout. Donc c'est un peu l'opposé de Dubaï, je pense. Et ça, je pense que ce côté-là, il pourrait me plaire. Mais du coup, le désavantage, c'est que vu que c'est plus l'arrache, bah, il y a des trucs où ça doit être vraiment à l'arrache. Donc par rapport à la France, où quand même il y a des trucs assez carrés, parfois tu dois préférer la France sur certains aspects, j'imagine. Ouais, bah tu me diras, ouais, le Japon, ça va être une bonne expérience, je pense. Je suis jamais allé. Mm. En même temps, je me disais, les Japonais, ils se sont pris une bombe atomique il y a, il y a 50 ans. Donc en même temps, ça a dû détendre un Je peu te tout le jure. monde, tu vois. Il y a 70 ans, ouais. Putain. Tu te dis, le pays, derrière, les mecs, ils ont dû reconstruire ça, reconstruire sur des cendres. Je pense qu'au niveau humilité, au niveau discipline, je pense que ça doit être des... Ouais. Je pense qu'ils ont tellement douillé que je pense que ça doit être un peuple qui doit être assez... Ouais. Ça m'étonne pas que ce soit des mecs très polis, très respectueux Ouais, tu et très m'étonnes. carrés, quoi. D'ailleurs, en parlant de start-up, du coup, dans l'émission que j'écoutais, j'ai trouvé un truc. Il y avait un point intéressant aussi que je voulais aborder dans le podcast. C'était le fait que 80, je sais pas si tu savais, mais 80%, moi je savais pas, que 80% des startups, elles sont pas rentables. C'est-à-dire 80% des startups font pas de bénéfice, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, le modèle, c'est que les fondateurs vont créer un business model, vont essayer de le tester, vont essayer de le promouvoir pour lever d'autres fonds. Donc les quelques euros qu'ils vont faire très rapidement, ils vont surtout essayer de trouver d'autres investisseurs qui vont réinvestir. Puis encore, chaque cercle va essayer de retrouver d'autres investisseurs, et puis la valeur de la boîte, elle va monter comme ça. Et en fait, la boîte vit comme ça pendant des années, quoi. Pendant des années, elle vit parce que tu vas chercher des investisseurs année après année. Mais à aucun moment, il y a plein de startups, la plupart 80% des startups, à aucun moment, elles font du bénéfice, quoi. C'est-à-dire que tu as plus d'argent qui est dépensé que d'argent qui en ressort. Et il y a un moment où le fondateur, il se barre, parce qu'en fait, du coup, le fait qu'il y ait plein d'investisseurs qui viennent, ça fait monter le prix de la valeur de la boîte, ça fait monter le prix des actions, etc. Et en fait, le fondateur, c'est pour ça qu'il y a plein de fondateurs de startups qui sont des couilles en or, c'est qu'en fait, les mecs, ils revendent au bon moment. Et puis derrière, la boîte continue de lever des fonds. Le fondateur, tu vois, il s'est barré, il a fait son exit. Et le modèle startup, en fait, c'est beaucoup comme ça. Donc en fait, tu as 80% des startups. Tu te dis, ouais, cette startup. Tu sais, le mot startup, déjà, tu te dis, ouais, trop stylé, ça doit être une boîte qui performe et tout. Parce que toi, tu résonnes en tant que petite TPE ou entrepreneur qui a pas fait forcément de levée de fonds. Parce que dans nos business respectifs, tu n'as pas besoin de levée de fonds, que ce soit le coaching, la formation, l'agence marketing, t'as pas besoin de lever des fonds pour des business comme ça. Donc nous, on raisonne en termes de bénéfices et de rentabilité, mais eux, c'est complètement un autre raisonnement, quoi. Et ça, je savais pas du tout, en fait. Je savais pas du tout que, tu vois, des Uber, des trucs comme ça, c'est des boîtes qui sont, pour 80%, elles sont Et pas tu rentables. dis, qui sont les investisseurs? C'est des groupes, c'est des particuliers, c'est... Ouais. Ouais, c'est ça exactement. Ben, alors, t'as soit des institutionnels, donc je crois que c'est, tu sais quoi, je vais googler pour pas dire de bêtises. T'as des trucs institutionnels, donc tu vas avoir des banques, des trucs comme ça. Alors eux, ils disaient typiquement, alors ça aussi c'est hyper intéressant, tu comprends un peu comment le système fonctionne, c'est que t'as plein d'investisseurs institutionnels. Euh, les investisseurs institutionnels sont des organismes collecteurs d'épargne. Donc ouais, c'est des organismes. Euh, Collecteur d'épargne? tac, tac, tac. Ouais, des sociétés d'assurance, des caisses d'épargne, des banques, la caisse des dépôts et consignations, ouais, c'est ça. Donc C'est-à-dire c'est des investisseurs ouais, ils se institutionnels. servent de l'argent des particuliers, du coup? Enfin, de l'épargne des particuliers, par exemple dans les banques?
Bah, en gros, les assurances, les banques, etc., elles réutilisent ton Ok. argent pour le faire fructifier. L'argent que tu places chez eux, eux, en attendant, ils le font fructifier. Tu as aussi, tu sais, les fonds d'investissement des retraités. Aux États-Unis, eux, ils n'ont pas une caisse de retraite de l'État, tu vas investir dans une caisse de retraite privée. Donc, tout le long de ta vie professionnelle, tu cotises. Et tout l'argent que tu donnes chaque mois, en fait, la boîte, au lieu de la garder sur un compte, eux, ils vont le réinvestir. Euh, voilà, tu as des petits porteurs en bourse, tu as des business angels aussi, c'est pareil, des organismes où tu sais que tu vas investir dans des startups, donc tu peux avoir une grosse rentabilité comme tu peux tout perdre. T'as des, ouais. Et du coup, t'as plein d'investisseurs institutionnels en fait où t'as des grosses Ouais. boîtes aussi qui réinvestissent, tu vois, LVMH, ils réinvestissent aussi beaucoup dans des startups, etc. Mais souvent, ils réinvestissent plus pour communiquer, quoi, Hmm. pour donner une bonne image. Et du coup, ils vont investir plus dans des startups bien pensantes, genre écolo, truc. Mais ils vont pas toujours investir dans des startups parce qu'ils considèrent que c'est un bon business model et que ça va être rentable, en fait. Eux, vu que c'est 5-10% de leur investissement, ils s'en foutent un petit peu, tu vois. C'est de la C'est plus une communication, question quoi. d'image, quoi. Mais ils n'ont C'est pas de un la pôle com, à exactement. investissement Ouais, pur et c'est ça. dur. Non, eux, ils sont déjà rentables sur leur. Oui, ils sont déjà C'est ultra ça. rentables. Du coup, là, C'est ça. ok, ils s'en servent pour communiquer. Ok. Du coup, c'est plus de la com, ouais, exactement. Et donc ouais, c'est fou quoi, parce qu'en fait tu te dis c'est complètement autre chose quoi. Moi dans ma vision, toute boîte qui se crée était vraiment à vocation d'être rentable. Et en fait tu te rends compte que tu as aussi un autre truc qui est d'aller... ils vont constamment chercher des investisseurs et puis comme ça t'évite tout problème de rentabilité quoi. Et en fait je trouve ça hallucinant quoi. C'est... Enfin ouais, je sais pas. C'est limite, tu sais, j'étais là, mais en fait, c'est pas juste. C'est pas juste, quoi. Moi, je me fais chier pour essayer d'être rentable. En fait, t'as des mecs qui vont créer un truc hyper sexy, hyper canon pour qu'il y ait des investisseurs qui viennent. Et puis, comme ça règle les problèmes, ça investit du cash, et puis voilà, quoi. Et Donc, ouais, mais alors dans ce cas-là, donc, qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? Qu'est-ce qui nous manque? après, tu dilues la propriété de ta boîte. C'est-à-dire que le jour où ta boîte, elle marche bien, ça veut dire que tu dois reverser, je sais pas, si t'as vendu 40% de ta boîte, 40% de ton bénéfice, tu dois le reverser, tu vois. Ouais, mais si ton but, oui, mais si ton C'est but ça le c'est juste problème, quoi. Et de puis, valoriser ton entreprise et de revendre, toi, tu t'en fous d'être rentable. euh, oui, oui, c'est clair, c'est clair. Après, du coup, il y a quand même des... comme je viens de te dire, du coup, le problème, c'est que pour trouver des investisseurs, ça, c'est pas moi qui pourrais le mieux en parler, mais Oussama Ammar, il peut très bien en parler, ou tous les membres de The Family pourraient bien en parler, hein. Pour trouver des fonds pour des investisseurs, justement, il y a quand même beaucoup le biais de est-ce que ton truc il est écolo, est-ce que ton truc il est. T'as plein de. Vu que eux, ils vont s'en servir pour faire de la com, de l'investissement qu'ils font dans ta startup, voilà. Et, la question c'est est-ce que culture sport, est-ce que ça rentre dans leur, tu Oui, vois, je dans leurs sais. Non, critères de mais sexy je quoi. parle pas Est-ce de que nos pour entreprises eux c'est, respectives. tu vois. Mais si on, là, dans ces Ah cas-là, ok qu'est-ce pardon. qui nous empêche de lancer une boîte à objectif écolo ou tu vois? En fait, Bien sûr. En fait, j'ai l'impression que c'est des mecs qui passent c'est plus de temps à c'est chercher du des relationnel, investisseurs ouais, qu'à chercher des clients en fait. c'est un, Ouais, du coup, au lieu de chercher des clients tous les jours, tu vas à Paris et puis tu vas te et mettre tu dans des pitches, cercles pour ouais, trouver tu des pitches ta investisseurs. Ouais, boîte. c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Exactement. Mais je trouve ça, Exactement. Donc, un bon business model pour les célibataires. Mais pour les chargés de famille et les mecs, non, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que je vais aller, moi, dans le monde entier, démarcher des gens, aller dans des cocktails gros, non, moi, je vais éduquer mes enfants, je vais vivre avec ma femme, enfin, tu vois. Tu les vois, hein, les housses, les tout, là, ils sont célibes. Ou alors ils ont trois quatre meufs, oui, polyamour, machin. Mec, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, t'as fait ton choix, en fait. T'as fait ton choix. Toi, ton choix, c'est de faire de l'argent. Ok. Par contre, derrière, bah, t'as l'inconvénient de dépendre énormément du relationnel, mine de rien. Et,
Et en fait, ouais, ça m'a l'air quand même compliqué. Après, tu me diras, ils ont l'argent. Quand tu as l'argent, tu peux à peu près t'organiser comme tu veux, mais pas tant que ça, parce qu'au final, ils se retrouvent dans des cercles où chacun des membres, pour se retrouver et vivre ensemble, ont un certain niveau de vie. Donc ça veut dire qu'en fait, derrière, l'argent que tu dépenses quand même pas mal d'argent, je pense. Même si derrière, tu investis, tu me diras, tu peux faire un... mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que là, mon raisonnement, c'est quoi? C'est est-ce que toi et moi, là, pourquoi on n'en serait pas une boîte, tu vois, pour lever des fonds et faire de l'argent alors, dans ces cas-là? Si on n'a pas peur de ne pas être rentable. Ah non, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Si, ah oui, oui, carrément. Ok, moi j'avais compris que ta question c'était dans nos business actuels, est-ce qu'on pourrait lever des fonds? Bah non, rien à voir. Du coup, non, non, ce serait de créer un autre business model et de lever des fonds. Non, mais pourquoi pas? Après, c'est juste, est-ce que du coup, moi ce qui m'intéresserait de voir, c'est quels sont les critères, tu vois. Si les critères c'est justement qu'il faut que ce soit une boîte avec telle vocation écolo, ça me dérange pas de faire une boîte sur l'écologie en fait, mais si c'est juste du greenwashing, si c'est juste du greenwashing et en fait tu sais à la fin tu sais que ce sera jamais rentable, mais juste pour faire de la com et avoir des investisseurs, pourquoi pas, hein, peut-être qu'un jour tu me verras faire ça, mais c'est vrai que pour l'instant je trouve que c'est assez faux cul. Et ouais, c'est complètement une autre mécanique. Bah, pour le coup, c'est quelque chose que je connais pas. Autant développement commercial, marketing, je commence à avoir une expérience. Autant dans la levée de fonds, pour le coup, Marine a levé des fonds pour son business. Parce que, et là pour le coup, c'est sain. Parce que pour le coup, elle a levé des fonds parce qu'elle avait besoin de matériel pour démarrer. Donc là, c'est intéressant de Mais lever son de objectif à faire des Marine, levées de c'est fonds, d'être rentable. etc. Ouais. Mais C'est c'est pas d'être rentable, voilà, exactement. Alors que c'est de vrai que monter la valeur de son c'est entreprise. ça, c'est pas de. Exactement, ouais, exactement. Donc là, je trouve ça sain. Il y a des business où tu es obligé au début d'avoir des investisseurs. Bah Sylvain, Même le club où tu travailles, exactement, il a fait appel à des investisseurs aussi. Donc ça, je trouve ça sain à la limite de faire comme ça. Et encore que, bah voilà, si tu peux t'en passer, en vrai, bah, ça t'évite de devoir chercher des investisseurs, comme tu dis, de devoir aller démarcher, aller faire des dîners, des repas, des trucs. Et puis derrière, le jour où c'est rentable, au moins, tu es tout seul à la tête du truc. Après, là, je suis un mec sur YouTube, il loue des bagnoles de luxe. Là, je sais pas si tu l'as déjà vu passer, là, une petite coupe de BCBG. Là, peut-être. c'est Oui, 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 un ça me dit quelque Suisse, je chose. crois que c'est un Suisse. Ouais. Lui, je crois que pour l'instant, il disait qu'il a dilué, il a encore 70% de sa boîte. Et il disait qu'il était prêt à aller jusqu'à 51% de sa boîte quand elle vaudra plusieurs millions, etc. Donc, parce que lui, typiquement, son business model, c'est il faut qu'il investisse dans des bagnoles pour les louer et puis Ouais. pour les entretenir, quoi. Donc lui, typiquement, c'est obligatoire. Donc lui, c'est sûr Et, qu'il est pas rentable. ouais, bah c'est juste qu'on saurait pas faire. Ouais, c'est sûr que lui, pour l'instant, il est pas rentable. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que ça m'a mindfuck le cerveau parce que je me suis dit, putain, mais en fait, t'as des boîtes, enfin, c'est complètement une autre démarche, quoi. Ma constance le matin quand je me lève, c'est comment être rentable sur toutes les activités qu'on fait, à droite, à gauche. Et là, je me suis dit, il y en a, les matins, ils se réveillent, c'est pas comment être rentable, c'est allez, je Qui vais je aller vais chercher d'autres contacter? investisseurs. Ouais. Même si je pense que. Ouais, c'est ça, qui je vais contacter. Même si je pense que dans le fond, ils veulent être rentables, mais Bah, je pense qu'au début eux, c'était ils se disent, ça, avant tu tout, il faut vois. que je lève des fonds, quoi. Et ensuite, ils ont vite compris que. Donc en fait, ouais, C'est clair. la C'est démarche, clair. c'est pas la même. La démarche, c'est pas la... Mais... Putain, ouais. Ok. Là, Ouais, on a je un pote comprends. qui est médecin, un pote de Marine qui est médecin. Il essaye de lancer, enfin, c'est pas il essaye, ils sont en train de lancer une start-up qui. Enfin, ils ont lancé une start-up qui essaye de concurrencer Doctolib. On pourra l'inviter d'ailleurs un jour dans le podcast, je pense. Ouais, eux, typiquement, ils sont en pleine. Depuis le début, ils font que lever des fonds, quoi. Pour passer des certifications, parce que ça, pour recueillir des données médicales, il faut de la confidentialité, il faut des logiciels, il faut des développeurs, il faut beaucoup de développement en fait. Donc pour tout ce qui est développement, ils font que lever des fonds depuis le début, quoi. Et en fait, tu te dis, ça fait 4 ans qu'ils sont dans le projet, 4 ans qu'ils lèvent des fonds et qu'ils développent. C'est complètement une autre mécanique que les business dans lesquels moi je suis ou que toi t'es, je pense. C'est dès que tu te lances, tout de suite, tu vas chercher à être rentable. Ouais.
C'est une autre mécanique, quoi. Donc voilà, ça m'a un peu ouvert l'esprit Merci, là-dessus. merci, parce que moi aussi là du coup j'étais pas... Tu vois tout ce qui est business angel, tout ça, quand j'écoutais Sans Permission aussi, je voyais pas trop de quoi ils parlaient. Mais c'est vrai que là je vois plus clair Tu vois. dans leur jeu là. D'accord. Tiens, regarde, je te trouve un top 9 des plus grosses faillites de start-up les plus coûteuses. Alors le problème c'est qu'on les connaît pas. Elles sont pas connues. Ouais, forcément elles sont pas connues. Alors il y en a une, FTX, c'était une plateforme d'achat de crypto-monnaie, je sais pas si t'en as entendu parler, c'était l'an dernier. Ça pour le coup ça avait fait jaser parce que il y a 2 milliards de dollars de financement qui sont partis à la poubelle. L'entreprise, en 3 ans, a été valorisée à 18 milliards de dollars. Tu vois. Donc le mec qui avait des parts au début, à la fin, l'ensemble des parts de la boîte valait 18 milliards. Quoi. Donc ne serait-ce que si tu avais quelques pourcents du truc... Mais du coup ça, François, t'es d'accord, c'est pas... C'est valorisé à tant de milliards de dollars ou ça vaut tant de milliards de dollars? Parce que la valorisation, c'est la même chose que comment dire, comment dire? Je vois ce que tu veux dire. Alors, la valorisation d'une entreprise est utilisée pour évaluer le prix de cession de la société. Ouais, c'est ça, c'est le prix. C'est une évaluation. C'est une évaluation en fait. Moi, j'ai regardé. En fait, du coup, je me suis intéressé l'autre jour à la levée de fonds dans mon business. Je me suis dit, tiens, je vais regarder si c'est intéressant. Et en fait, il faut que tu fasses appel à des experts comptables qui vont évaluer le prix de vente de ta société. Ils vont regarder les 3 dernières années de chiffre d'affaires. Ils vont regarder le potentiel. Donc, tu vas devoir faire des business plans, des choses comme ça pour montrer. Le mec qui va reprendre, combien est-ce qu'il va pouvoir gagner. Donc là, en l'occurrence, FTX, l'évaluation, c'était... la valeur de l'entreprise, c'était 18 milliards de dollars. Quoi. Donc... ils ont levé 1 milliard de dollars d'un coup, quoi. Et en fait, apparemment, le mec... Je sais pas si tu te souviens, Oussama en parlait en disant que le mec était très value signaling, quoi. C'était un mec qui était très dans... je montre que j'aide les pauvres, je suis pour l'écologie, etc., etc. Et il avait réussi à prédire 2-3 mois avant en disant « Ce mec-là, ça pue, je sens qu'il y a un truc, quoi. » Et 2-3 mois après, on apprenait que le mec, en fait, il avait tout dilapidé, je crois. Enfin, c'était une catastrophe. Non, je voulais trouver des startups connues qui sont pas rentables. Pas forcément qui ont fait faillite, mais qui sont pas encore rentables. Est-ce que t'as mis ça? Les licornes ne sont pas rentables. Moi, je voulais trouver 2-3 exemples pour illustrer, mais... du coup, s'il y a 80%, c'est pas compliqué. Ouais, c'est clair. T'en prends une au hasard et t'as... déjà, je crois que Netflix est pas rentable. Je crois que Uber est pas rentable. Si je dis pas de conneries. Ok. Et je crois que Doctolib est pas rentable. Par exemple, tu vois, Doctolib, tu te dis, putain, c'est une méga start-up française trop forte. La start-up valorisée à 6 milliards d'euros n'a pas encore atteint la rentabilité. Par contre, elle a, depuis 2020, augmenté son chiffre d'affaires de 35%. Mais tu vois, moi, ça me rend fou, quoi, parce que tu dis, ouais, c'est super, t'as augmenté de 35%, mais si t'es pas rentable, en fait, tu vois. Mais non, en fait, ils s'en foutent, parce que, putain, t'as des gens qui sont prêts à investir. Et même toi et moi, demain, je pense, si on nous dit, est-ce que vous voulez investir et prendre des parts dans Doctolib, je suis sûr qu'on en prend, en fait, tu vois. Mais ouais, ça me rend fou, quoi. C'est tellement une autre logique que des boîtes qui doivent tout de suite chercher la rentabilité. C'est un autre impératif, quoi. Ok, bon. Enfin voilà. Bon, écoute. On a encore bien discuté. On se dit à jeudi prochain. Et puis moi, je vais partir en vacances, ça va faire du bien. Et puis ça va faire un petit break sympa. Ok, bon, ouais. Soyez forts, les amis. Bonne semaine. À jeudi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.